20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, les titres de l'actualité de ce lundi. Affaire ArcelorMittal Petrotim Limited, l'État publie en ligne les contrats signés. Objectif, lever un coin du voile sur ces supposées nébuleuses dénoncées par l'ex-chef de l'État, Maître Wade. Déclaration de patrimoine, les personnes assujetties à cette loi tardent à s'y conformer. Nafi Ngom Keïta les appelle à se rapprocher de l'OFNAC pour les besoins de leur déclaration d'avoir. Mouvement d'humeur chez les travailleurs des collectivités locales. Ils ont décrété 72 heures de grève et comptent déposer un préavis de grève générale. Ils dénoncent le retard des salaires du mois de novembre. Le dossier du jour s'intéresse au développement des écovillages au Sénégal. Plusieurs projets initiés, mais les bailleurs se font rares. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec moi sur ce plateau, Léa Soukeyna Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Le Front patriotique pour la défense de la République a décidé de porter plainte contre l'État du Sénégal. Il estime que les documents publiés sont faux sur les 10 accords concernant le pétrole. Macky Sall a signé les 8. Les camarades de Mamadou Diop Decroix vont lancer une pétition nationale et internationale pour que cette affaire soit tirée au clair. Le Front patriotique pour la défense de la République était en réunion cet après-midi à la permanence Oumar Lamine Badji du PDS. Supposée nébuleuse autour des affaires ArcelorMittal et Petrotim, l'État met en ligne les documents signés. À travers cette démarche, le gouvernement souhaite apporter sa réponse aux accusations portées par Maître Abdoulaye Wade, une mesure saluée par la société civile, mais pour l'ancien ministre Valdiodio Ndiaye, d'autres mécanismes doivent suivre pour atteindre la transparence. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye et Ibou Cissé. ArcelorMittal Petrotim, l'ensemble des contrats publiés dans le site du gouvernement, la société civile applaudit. Je pense que déjà c'est un premier acte. C'est un premier acte qu'il se prononce là-dessus. C'est un premier acte, c'est à saluer. Et c'est important la communication. En l'espèce, je pense que l'État a une obligation de communiquer, d'expliquer aux populations. Ça, en matière de communication, je pense que c'est une bonne chose. Quand quelque chose se pose, immédiatement, mettre en ligne, parce qu'aujourd'hui les gens travaillent sur le net, etc. Vous voyez, dans un certain nombre de pays, même les appels d'offres, etc. Moi j'ai vu ici au Sénégal, il y a eu des structures qui ont commencé à faire ce type de travail-là. Quand il y a un appel d'offres, ils le mettent en ligne, tout le monde voit, quand il y a le dépouillement, etc. Donc ça, c'est des principes de bonne gouvernance. Pour une transparence, toutes les procédures doivent aussi aboutir. C'est l'avis de Valdiodio Ndiaye. Important également de montrer tout le mécanisme. Et sur la question, le problème qu'on doit se poser, c'est pourquoi la procédure a été arrêtée. En réalité, fondamentalement, c'est cette question-là qu'il faudrait se poser. C'est-à-dire, au départ, il y a eu apparemment une mésentente entre ArcelorMittal et l'État du Sénégal. Une procédure a été initiée. Pourquoi l'État du Sénégal a décidé de négocier? Il est évident qu'on a l'habitude de dire mieux vaut négocier, avoir une bonne négociation, peut-être éviter un bon procès. Mais à mon sens, je pense qu'on pouvait laisser le process aller jusqu'à son bout. L'État est donc invité à anticiper sur certaines préoccupations des populations. La mise en ligne des arrêtés est vivement souhaitée. Ibrahima, toujours avec l'affaire ArcelorMittal et Petrotim, des citoyens interrogés n'y voient que de la politique. La plupart d'entre eux n'ont pas encore lu les documents publiés par les tenants du pouvoir sur le site www.gouv.sn pour établir la vérité sur les accusations de Maître Wade à l'encontre d'Alioune Sall et du gouvernement. D'autres se disent sceptiques, même après les éclaircissements du Premier ministre lors de son conférence de presse de samedi. Aïssatou Païfal, Ibou Cissé. Dans un souci de transparence sur les affaires ArcelorMittal et Petrotim, le gouvernement a mis en ligne des documents censés lever un coin du voile sur cette supposée nébuleuse. Des personnes interrogées ont été incapables de se prononcer là-dessus, même si certaines d'entre elles ont suivi la conférence de presse du Premier ministre. Je n'ai pas encore consulté le net pour voir si effectivement c'est vrai ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je reste sur ma faim. La sortie d'abord du Premier ministre ne me convenait pas tellement, parce qu'une autre personne aurait pu peut-être le faire, en l'occurrence le ministre des Finances.
Bon, si le Premier ministre est sorti de ses gonds, peut-être que c'est parce qu'il y a réellement une nébuleuse. Et jusqu'à présent, nous ne sommes pas satisfaits. Un étudiant en philosophie daigne finalement répondre. Même s'il a lu les documents, il reste sur sa faim. Les arguments que M. le Premier ministre a mis sur la table n'ont pas été convaincants. Alors, les documents qu'il a brandis devant les Sénégalais n'ont pas été datés. Les documents que moi j'ai vus, donc leur pagination commence à partir du nombre 4. Il a essayé de désarçonner les arguments de l'ancien président M. Abdoulaye Wade, donc sans pour autant nous dire la part de responsabilité qui revient à M. Aliou Sall. Cheikh Mokhtar Ba, professeur en philosophie, estime que ce n'est que de la politique. Malheureusement, je ne les ai pas consultés parce que vous voyez, nous sommes en période d'examen, les copies nous prennent énormément de temps, nous nous concentrons vraiment sur la fin de l'année, donc ça c'est une dimension. L'autre est que c'est une affaire que je considère comme étant relevant vraiment de la chose politique, une affaire politique, et que les politiciens s'en occupent évidemment. Vrai ou faux, les Sénégalais interrogés ne sont pas du tout convaincus. Ils estiment que la vérité est toujours au fond des tiroirs. Vous l'avez dit, Aïssatou Paye-Fall, des Sénégalais qui ne sont pas convaincus après la conférence de presse du Premier ministre. Déclaration de patrimoine des personnes assujetties à cette loi Léa tarde toujours à s'y conformer. Et oui, Ibrahima, afin que ces Sénégalais soient en phase avec cette disposition, des formulaires et un guide du déclarant sont disponibles pour leur permettre de déclarer leur patrimoine. La directrice de l'OFNAC, Nafissatou Ngom Keïta, exhorte les concernés à se rapprocher de l'Office national de lutte contre la corruption. Elle présidait ce matin un séminaire sur les pratiques de lutte contre la corruption en présence d'Aminata Mbaresso et de Mohamed Dian. Le décret d'application de la loi sur la déclaration de patrimoine est signé depuis septembre 2014. De cette date à nos jours, aucune déclaration de patrimoine n'est encore déposée à l'OFNAC. Le formulaire est déjà en ligne. Nous avons élaboré un guide du déclarant. Nous avons également mis en place un bureau d'assistance aux déclarants. Donc voilà, les actes ont été signés, la loi a été publiée. Son décret d'application aussi a été publié au JO. Je pense que maintenant il s'agit pour tous les acteurs de jouer le jeu. Pour Nafi Ngom Keïta, des considérations socio-culturelles peuvent expliquer les lenteurs. Il en appelle à l'engagement des personnes assujetties à la loi. Je lance un appel à tous les assujettis, qu'ils comprennent que le système de déclaration de patrimoine n'a pas été mis en place par l'OFNAC. Le système a été mis en place par la représentation nationale sur la proposition du chef de l'État. On ne cherche pas de pouls à qui que ce soit. On ne cherche pas à créer des problèmes aux gens. Ce que nous cherchons à faire, c'est notre travail. Le travail, nous le faisons avec foi, avec détermination, avec esprit républicain. Les déclarations seront confidentielles, des assurances de la directrice de l'OFNAC. Il y a des pays où la déclaration est publiée, mais au Sénégal, conformément à la loi, c'est l'OFNAC qui reçoit, qui contrôle, mais qui garde également, qui a la prérogative de garder ces déclarations-là très confidentielles et très secrètes. Et je dis et je redis qu'au niveau de l'OFNAC, toutes les dispositions sont prises pour que les informations ne sortent pas. La directrice de l'Office national de lutte contre la corruption se prononçait au cours d'un séminaire sur les pratiques d'investigation et de poursuite contre les crimes liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la criminalité financière. Aminata Mbaresso, la petite et la grande corruption, des fléaux qui font entorse à l'économie nationale. Une déclaration de la directrice de l'OFNAC, elle indique que 70 plaintes de citoyens sur la corruption ont été reçues par la structure qu'elle dirige. Nafi Ngom Keïta, que nous écoutons. Nous avons reçu plus de 70 plaintes, donc on est en train de faire les investigations. Des plaintes concernant la petite corruption, comme la corruption à col blanc, la grosse corruption. Et nous sommes en train de faire les investigations. Mais puisque les enquêtes sont essentiellement confidentielles, je ne peux pas en dire plus. La capitale sénégalaise abrite pour la première fois le premier forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Pour Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, c'est l'occasion de rappeler la nécessité pour l'Afrique de prendre en compte les enjeux sécuritaires du continent africain. Le forum s'est ouvert ce matin sous la présidence du chef du gouvernement, Mohamed Ben Abdallah Dionne, et de nos reporters, Salimata Aoussek et Modou Diop.
Ce forum s'inscrit dans le sillage du sommet de l'Élysée qui avait réuni des chefs d'État africains l'an dernier à Paris. Il a pour objet d'approfondir le dialogue stratégique entre les Africains et les partenaires internationaux. Ce serait excellent qu'on ait une véritable conversation, surtout dans les ateliers. Il y a 10 ateliers où on pourra aborder les questions en profondeur et avoir des échanges, de discussions. Si on réussit cela, et si au terme de cette réflexion, tout le monde est convaincu qu'il y a l'amorce de ce qu'on appelle une pensée stratégique africaine sur les questions de paix et de sécurité, une pensée stratégique, parce que l'Afrique avait réfléchi quand même sur ces questions depuis longtemps. Pour le Premier ministre, ce forum est l'aboutissement d'un long processus de consultation et de concertation. Le Sénégal, après son offre d'accueillir ce forum lors du sommet de l'Élysée, tenu à Paris les 6 et 7 décembre 2013, a travaillé de concert avec le gouvernement français, la Commission de l'Union africaine et les partenaires nationaux et internationaux que je voudrais féliciter au passage pour leur engagement et abnégation. Le ministre français de la Défense, lui, veut un discours de vérité pour faire face au terrorisme. Les partenaires de l'Afrique ne manquent pas. Encore faut-il que nous travaillions ensemble avec une même direction, avec une même compréhension des enjeux, des menaces et des réponses que nous devons y apporter. Cela suppose que nous soyons prêts à tenir un discours de vérité et à sortir des sentiers battus. Et c'est de mon point de vue tout le sens et toute l'ambition de ce forum. Ce forum de 2 jours va permettre d'échanger sur la sécurité en Afrique, particulièrement sur les menaces de Boko Haram dans la sous-région. La maladie Ebola, considérée comme une menace, a été également évoquée. Parlons d'agriculture à présent. Dans cette édition, la campagne arachidière sera officiellement ouverte le 29 décembre sur toute l'étendue du territoire national. Une annonce faite ce lundi par Pape Abdoulaye Seck, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Face à la presse, le ministre a indiqué que toutes les dispositions seront prises pour un bon démarrage de la campagne. Pape Abdoulaye Seck a affirmé qu'il présidera tous les 15 jours une réunion avec l'ensemble des acteurs de la filière arachidière. Je vous le disais en titre, grogne des travailleurs des collectivités locales, Léa, ils ont décrété 72 heures de grève. L'intersyndicale entend également déposer un préavis de grève générale, n'ayant toujours pas perçu leur salaire. Du mois de novembre, ces travailleurs étaient en assemblée générale ce matin. Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne étaient sur place. Durant 3 jours, les travailleurs des collectivités locales vont déserter les mairies et autres postes de santé. Par conséquent, comme vous l'avez vu, l'Assemblée n'a pas tergiversé, elle a simplement adopté la proposition d'aller en grève générale de 72 heures pour compter d'aujourd'hui. Et pour cause, certains de ces travailleurs n'ont pas encore perçu leur salaire. Nos agents qui ont été redéployés dans les communes de plein exercice jusqu'à présent n'ont pas encore en tout cas perçu leur salaire. Ce qui quand même est une hérésie pour nous parce que c'est la première fois qu'on arrive à ce niveau qu'il n'y a pas de salaire. En sus de cette grève de 72 heures, les camarades de Sidya Ndiaye comptent élargir la lutte au niveau national. Et nous allons dès demain déposer un préavis de grève générale pour l'ensemble des travailleurs des collectivités locales du Sénégal parce que nous entendons amplifier la lutte. Parce que véritablement, il y a mal donne. Nous n'accepterons jamais d'être les agneaux du sacrifice. Pour la revalorisation de leurs conditions de travail, l'intersyndicale compte aussi se battre pour que les 122 ex-agents du conseil régional puissent entrer dans leurs droits. À Grand-Yoff, les opérations de déguerpissement se poursuivent. Après le marché, c'est au tour du rond-point Liberté 6 d'être vidé de ses occupants. Une opération qui s'est déroulée sans heurts ni résistance. La démarche a pour objectif d'améliorer le cadre de vie des populations de Grand-Yoff, selon la chargée de la commission environnement de la mairie de la localité. Les marchands ambulants, pour leur part, dénoncent une opération surprise. Kodendiaï. La mairie de Grand-Yoff poursuit ses opérations de déguerpissement dans la commune. Selon la chargée de la commission environnement de la mairie, ces opérations sont enclenchées pour améliorer les conditions de vie des populations. Je peux dire que c'est une demande sociale. C'est les populations même qui ont demandé à ce que les grandes artères de Grand-Yoff soient désencombrées, soient désengorgées, pour quand même qu'on ait un bon cadre de vie à Grand-Yoff. Du côté des tabliers, on soutient qu'aucune sommation n'a été servie. Joxuñu benn sommation
5 4 3 2 1 lecture. Ils nous ont donné aucune sommation, sauf qu'avant le Magal Touba, une délégation était venue nous voir. Aucune sommation n'a été servie. Ils devaient attendre qu'on discute avant de prendre quelconque décision. C'est ce matin qu'on nous a dit qu'ils étaient à la Padoua. Soudain, on les a vus débarquer. Ils ont même endommagé les bagages de certains tabliers. Des arguments rejetés par la représentante du maire. Elle soutient que plusieurs sommations ont été données aux occupants. Nous avons distribué un peu plus de 2000 sommations dans tout Grand Yoff. Donc il n'y a pas un seul commerçant ou bien ambulant qui peut dire que je n'ai pas reçu de sommation. Nous leur avions donné la première date du 20 octobre. Ils ont eux-mêmes fait une délégation pour venir voir le maire demander une dérogation de 2 mois qu'on leur a accordée. Donc les travaux ont démarré le jeudi 20 novembre. Et voilà, c'est le suivi. Une fois désencombrées les grandes artères, on aura assez d'espace pour réaménager. Et dans le réaménagement même, on prévoit des espaces marchands. Nous avons aussi prévu de recaser quelques-uns d'entre eux. Parce qu'ils disent qu'il y a un de leurs responsables qui dit qu'ils sont au nombre de 3000. S'ils sont 3000, nous n'avons pas d'espace nous n'avons pas assez d'espace pour recaser 3000 ambulants. Les tabliers installés au rond-point de Liberté 6 réclament un site de recasement pour mieux mener leurs activités commerciales. FIDAK 2014, l'événement se tiendra du 18 au 28 décembre prochain au Nigeria. Le thème de cette présente édition, l'intégration. Plus de 10 pays de la sous-région ont confirmé leur participation. Le CICES qui annonce une vente de 16 000 m² entend offrir plus de 1000 emplois temporaires. Écoutons à ce propos Chertidiane Diaye, le directeur du CICES. Il est au micro de Modi Gueye. En marge des expositions, il y a le forum scientifique ici, qui va travailler sur le thème intégration. Alors, en travaillant sur le thème intégration, mais on épluche la question de l'intégration sur tous ses aspects, sur tous ses versants scientifiques, sur tous ses versants intellectuels. Vous pouvez poser la question comment aller vers l'intégration. Vous pouvez poser la question pourquoi faire l'intégration même, n'importe quelle question. Donc, ça, il ne faut pas se faire des limites ou bien donc, on parle d'intégration en général. Chacun est libre d'intervenir et de dire tout ce qu'il veut, pourvu que ce qu'il dit est compréhensible. Puisque sans acte concret, la théorie n'a aucune valeur, n'a aucune durabilité, n'a aucun sens social et humain. Je peux citer un point important, social aussi, humanitaire. C'est l'emploi temporaire. Je l'ai trouvé autour de 500, 600. L'année passée, je l'ai augmenté autour de 1100. Ça n'a jamais eu lieu. Et ça nous a coûté autour de 100 millions. 100 millions que le CICES distribue à des jeunes. Leneen la ca des moo di ka daan gañe podium bi moo ko gañe ren nii muy GFM. Page sportive, nous parlons football. Deuxième journée de Ligue 1 au Sénégal. Le promu l'AS Douanes continue son parcours sans faute. Les Gablous ont accroché une deuxième victoire face au Jaraaf de Dakar. L'US Ouakam de son côté s'est contenté de match nul face à Niary Tally. Compte rendu Cheikh Tidiane Dione. Iso et Niary Tally se partagent les points du nul lors de l'acte 2 du championnat local. Une rencontre âprement disputée entre ces deux formations. Un résultat qui satisfait les Galactiques. C'est Ouakam qui recevait. Bon, compte tenu du match qu'on a produit la fois passée, donc il fallait que ce match-là puisse se produire de cette manière. Bon, ils ont amené de l'engagement, certes, c'était ça. Bon, on a pris un point, c'est pas mal. Il faut préparer le prochain match. La deuxième journée est marquée par la victoire des Gablous face aux Verts et Blancs de la Médina sur le score d'1-0. Un autre revers des protégés d'Amara Traoré et du côté des Gablous, c'est le sans faute qui continue toujours. Les poulains de Karim Ségadiouf ont fait carton plein. Le but, il y a une faute individuelle de notre gardien, donc il faut... Ça sert à rien de le cacher, donc je pense que sinon le match a été équilibré, sauf que nous, on est très fébrile, je sens un manque de confiance dans mon équipe qui fait qu'on rate le minimum, quoi. Donc quand c'est comme ça, on ne peut pas avoir de la prétention pour l'instant. Nous avons joué presque pendant 93 minutes sans faire un seul centre. Alors la semaine durant, alors nous avons amené vraiment tous nos ailiers excentrés, on les a mis sur les côtés et individuellement, collectivement, on les a demandé de beaucoup centrer et ça a payé.
Football, toujours, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions a été effectué ce lundi avec des affiches qui rappellent des confrontations de la saison dernière, comme Manchester City-Barcelone, Paris Saint-Germain, Chelsea et Schalke 4, Real Madrid. Plus de détails avec Abdou Aziz Khan. Sur des airs de déjà-vu, c'est ainsi qu'on pourrait résumer les affiches des 8e de finale de la Ligue des Champions après le tirage de ce lundi. L'affiche la plus alléchante oppose Manchester City au FC Barcelone, soit un remake de la même affiche la saison dernière au même stade de la compétition. Une double confrontation qui avait souri au Blaugrana, vainqueur 2-1 à l'aller et 2-0 au retour. Paris Saint-Germain-Chelsea, c'est à croire que José Mourinho est un devin. L'entraîneur des Blues avait affirmé vouloir affronter Paris après que le club parisien a fini deuxième de son groupe. Le sort l'a exaucé. Peut-être que le Happy One se souvient du dénouement de l'opposition de la saison dernière. C'était en quart de finale. Après une défaite au parc sur le score de 3-1, les Blues avaient renversé la vapeur à Stamford Bridge avec une victoire de 2-0 sur un but décisif de Demba Ba. Schalke Real Madrid ont bon souvenir de la BBC. Les deux équipes s'étaient affrontées au même stade de la compétition la saison dernière et les merengues avaient explosé les Allemands au Veltins Arena avec un doublé de Ronaldo, Benzema et Bale. Pour les autres affiches de ces 8e de finale, il y aura une autre confrontation franco-anglaise avec Arsenal-Monaco. L'Atlético Madrid, finaliste la saison dernière, va défier le Bayer Leverkusen. La Juventus sera opposée au Borussia Dortmund. Le Bayern de Munich devra se défaire du Shakhtar Donetsk, alors que Porto sera opposé au FC Bâle. Je vous le disais en titre, le dossier du jour consacré aux éco-villages qui se développent petit à petit au Sénégal dans le monde rural. Et oui, plusieurs projets et programmes ont déjà été initiés, Ibrahima. Toutefois, les efforts consentis par les écologistes butent sur l'absence de bailleurs pour un appui financier. C'est donc le dossier du jour. Il est signé Maïmouna Ndiaye et Moudou Diop. Rien ne se perd, tout se récupère et se recycle chez les écologistes. À travers des programmes d'éco-village, ils parviennent à lutter contre l'insalubrité et le chômage. Nous tendons vers la transition du village traditionnel vers le village écologique. Vous tous vous savez ce que c'est que l'insalubrité dans les villages. Vous savez la déperdition, les déchets plastiques. Tout cela, c'est des constats que nous avons faits au niveau de notre zone, de notre communauté. Et aujourd'hui, des gens se sont réunis, des hommes et des femmes, pour effectivement combattre ces fléaux. Et également changer le mode de vie pour également coller plus à la nature. Aujourd'hui, la cuisine est facilitée, l'éclairage géré grâce au biogaz. Il suffit d'avoir 2 vaches, de faire du biogaz et vous êtes donc gâtés, comme on dit. Il y a les emplois verts, comme on dit. Vous voyez, il y a même un projet, il y a de financement de projets qu'on appelle les petits emplois verts. Effectivement, ce financement-là existe au niveau du département de Bambey. Et je vous assure qu'actuellement, des jeunes qui ne faisaient rien parviennent aujourd'hui à gagner leur vie effectivement, en se mouvant dans le sillage de l'écologie. On essaie quand même de valoriser tout ce qu'on a comme culture locale, comme ressources locales. On a le projet sur l'agriculture, sur l'élevage, sur en tout cas l'hygiène, sur la santé, sur l'alphabétisation. Des projets ne manquent pas dans le monde rural, mais le financement fait défaut. Les gens se cotisent pour acheter des bassines et essayer donc de récupérer tout ce qui est déchets plastiques dans le village. Mais cela, nous le faisons avec nos propres moyens. Mais je pense que si l'État effectivement sentait la nécessité de soutenir des actions comme cela irait dans le sens de rendre vraiment universelle cette pratique donc, des éco-villages. L'éco-village pour chaque commune, c'est bien possible. Les défenseurs de l'environnement veulent une rupture. Programme chaque fois, nous l'allons plaindre. À chaque fois, c'est ainsi que ça se passe. On oublie les régions du Nord dans les programmes. Et c'est vraiment ce que l'on déplore. Les décideurs doivent penser à la tendance inverse. Ainsi, chaque commune aura son programme d'éco-village. Ancienne communauté rurale, moi, am ben éco-village. C'est notre ambition. Réduire la dépendance, amoindrir les risques dus au changement climatique, une lutte permanente des écologistes. Mais au Sénégal, le processus est encore lent. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce soir. Léa Soukenendiaï, merci. Ibrahima Khan, merci. Merci à vous également de nous avoir prêté attention. Prochain rendez-vous d'information, le tout en images à 0h. Mais retrouvez dans quelques minutes Mam Fatou Ndoye et son équipe dans Sport à la Une. Merci et bonsoir.